Cette semaine, Méditerranéo vous propose de découvrir d'abord une petite ville de Toscane à la pointe pour le zéro déchet. Nous irons ensuite à Marrakech où un musée a été créé en hommage à Yves Saint-Laurent. Retour en Italie pour remonter les pentes d'Amalfi, la ville des citronniers. Enfin la séquence mémoire et le souvenir de Pablo Picasso sur la Côte d'Azur. 47 000 habitants, mais dans le milieu du zéro déchet, une réputation comparable à celle de San Francisco. C'est la performance de Capanori, une commune de Toscane à la tête du tri et du recyclage en Italie. Si le moteur initial est venu d'une forte mobilisation contre un projet d'incinérateur dans la ville, la volonté politique a été essentielle afin de pérenniser le mouvement. Le balai incessant des camions poubelles dans les rues calmes de ce village de Capanori en Toscane. Chaque famille trie ses déchets et les dépose ensuite devant leur maison. Un jour différent suivant leur nature, plastique, papier ou verre. Si un sac de déchets est laissé sur la voie publique, il vous en coûte 200 €. Seulement 40 contraventions ont été dressées depuis le début de l'année. 200 €, c'est aussi en moyenne le montant de la taxe annuelle d'ordures ménagères pour une famille de 4 personnes. Ici, on ramasse tous les sacs que les habitants nous ont préparés. Aujourd'hui, c'est le jour du plastique. On vérifie que les sacs correspondent bien. Si tout est en ordre, on les prend. Sinon, on leur laisse une note comme celle-là pour les avertir qu'ils ont fait une erreur. Cette commune de Capanori est l'une des plus vertueuses d'Europe. Les 47 000 habitants trient 90% de leurs déchets. Un résultat dû à une volonté politique affirmée et des mesures efficaces. Avec un principe de base, plus tu jettes, plus tu payes. Une logique économique imparable et une idée lancée il y a presque 20 ans qui aujourd'hui fait l'unanimité. C'est au départ que l'on a connu le plus de difficultés. Un changement radical de notre façon de travailler qu'il a fallu bien expliquer. C'était un tout nouveau projet et pour nos concitoyens de nouvelles habitudes à prendre. Il a fallu à peu près 1 an pour que tout le monde prenne conscience de l'importance de cette nouvelle politique que l'on mettait en place. Dans cet entrepôt centralisateur, chaque habitant de la commune peut amener ses encombrants. Sur Capanori, il existe 4 unités comme celle-là. Une organisation efficace pour des résultats probants. È difficile fare questo cada giorno, no? Non, pas du tout. Cela n'a rien de difficile. Il suffit d'avoir un peu de patience, de bien trier les déchets, mais ce n'est pas grand-chose au fond. C'est juste une question d'éducation, d'habitude à prendre. Simone Tomei, écologiste convaincue, a milité pour la mise en place de cette nouvelle organisation du tri sélectif. Des habitudes et un respect de l'environnement qui ont changé aussi le quotidien de son quartier. Il va même plus loin, en consignant sur ce carnet tout ce qu'il produit. Sur ce carnet, on note tous les jours ce que l'on jette. On note le mois, le jour, le type de déchets et leur poids. Moi, je me rappelle au début, en 2005, dans nos rues, il y avait des sacs poubelles un peu partout. C'était un nid qui attirait toutes les souris et les rats du quartier. Beaucoup de ces sacs restaient à l'abandon. Quand on est passé à la méthode du porte-à-porte, tout cela s'est arrêté. Toutes les familles avaient leurs petits bidons pour classer leurs déchets. En fait, cela nous a tous responsabilisés, car nos déchets restaient devant nos maisons, un système que tout le monde a adopté. Les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie ont dû aussi s'adapter à cette nouvelle politique communale du traitement des déchets domestiques. Des contraintes, un coût certain, mais à l'arrivée, tout le monde s'accorde sur les bienfaits de cette méthode.
Dans les premiers temps, ce n'était pas évident, parce qu'on était habitué à tout jeter dans un seul gros bidon. C'était bien sûr plus facile. Maintenant, ça va. Il suffit de savoir bien s'organiser et ça va tout seul. Mais c'est vrai que tout cela représente un coût certain. Parce que les restaurateurs et les hôteliers payent plus que les maisons individuelles et les familles. Nous, dans notre hôtel-restaurant, on paye pour 4 mois à peu près 4 000 €. En Italie, l'incinération a été la principale approche en matière de gestion des déchets. Un système qui favorise la libération des gaz à effet de serre et qui émet aussi des substances toxiques qui mettent en danger potentiellement la santé des habitants à proximité. Au début des années 90, la construction d'un incinérateur a été envisagée sur cette commune de Capanori. La population s'est alors mobilisée pour s'opposer à cet incinérateur. Après plusieurs années de lutte, ce projet fut abandonné. À partir de là, il a été décidé de produire moins de déchets, mais avec une meilleure gestion d'ensemble. La première collecte porte-à-porte fut mise en place, basée sur un tout nouveau système de financement. Notre système de prélèvement est à l'avant-garde. Il s'agit de payer ce que l'on produit. Moi, comme citoyen, je me sens responsable de ce que je fais. La conséquence, c'est que tout un chacun s'efforce de produire un minimum de déchets. Ce système de tarification individuelle nous a habitués à adopter les bons réflexes pour le respect de l'environnement. C'est très motivant, c'est aussi ce qui nous a permis d'obtenir d'aussi bons résultats. À Capanori, la meilleure gestion des déchets possible reste une priorité, ainsi qu'un devoir de récupération pour venir en aide aux plus démunis. Une vingtaine de bénévoles travaillent dans cet entrepôt où sont stockés tout ce qui peut être revendu. Tout ce que l'on recueille ici est mis en vente pour venir en aide aux personnes les plus nécessiteuses, pour les soutenir économiquement parce que c'est difficile pour elles de payer l'eau, le gaz ou l'électricité. Cela reste un bel exemple de solidarité. Rendez-vous compte qu'ici on vient en aide à 2500 personnes, 2500 familles. Dans les locaux de son association, Rossano Ercolini mesure le chemin parcouru. Cet instituteur, militant écologiste de la première heure, a reçu en 2013 le prix Goldman pour l'environnement, l'équivalent du prix Nobel pour les défenseurs de la nature, notamment pour son action d'information sur les risques sanitaires et environnementaux de l'incinération des déchets. Il est aujourd'hui le président de l'Association internationale Zéro Déchet, présente dans de nombreux pays de par le monde, dont le siège social est à Bruxelles. L'exemple de la réussite de Capanori ne doit pas rester un cas isolé. À Capanori, nous avons eu le courage pour la première fois en Europe, au niveau municipal, de vouloir supprimer nos déchets, en affirmant que les déchets n'existent pas. Capanori est alors devenu un peu un symbole en Europe, un exemple qui s'est aussi développé ailleurs, dans d'autres communes, même au-delà de l'Italie. Nos résultats ici sont excellents, pratiquement 88% de tri sélectif. Évidemment, on va essayer d'arriver à zéro déchet. Il ne manque pas encore grand-chose pour y arriver. Comme le démontrent tous ces jeunes qui manifestent de par le monde pour dénoncer les conséquences du réchauffement climatique, la question de l'environnement, c'est la question principale. Le prochain objectif que s'est fixé Capanori est d'arriver à la production de zéro déchet d'ici à 2020. Un cas unique pour une ville de 47 000 habitants. La Toscane, célèbre pour sa beauté naturelle et la qualité de sa production agricole, ajoute aujourd'hui un nouvel atout dans son jeu, celui d'une commune à la qualité environnementale à nul autre pareil. Et un exemple qui ne veut surtout pas rester unique. Avec près d'1 million de visiteurs en 2017, le jardin Majorelle est l'un des joyaux de Marrakech. Racheté et sauvé de la destruction par Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, le couturier venait y puiser son inspiration dans la ville. Tout près, un musée porte maintenant son nom, où de jeunes créateurs marocains marchent dans ses pas.
Le jardin Majorelle est une oasis exotique que l'on doit au peintre Jacques Majorelle qui fit l'acquisition de la propriété en 1923 pour y installer son atelier. Passionné de botanique, il y a planté des centaines de variétés rares d'arbres et de plantes. Il y a aussi introduit ses couleurs, pergola, portail et jarre, ce part de tons vifs qui rappellent l'Afrique. C'est en 1966 que le couple Pierre Berger et Yves Saint Laurent, en arrivant à Marrakech pour la première fois, découvre le jardin Majorelle. Et c'est une rencontre, c'est un coup de foudre, comme pour Marrakech, puisque dès ce premier séjour, ils décident d'acheter une maison à Marrakech. Et comme on sait, Yves Saint Laurent viendra à Marrakech régulièrement, c'est là où il dessine toutes ses collections en étant à Marrakech. Et le jardin Majorelle fait partie de leur vie quotidienne. Le jardin revient de loin. Dans la frénésie d'extension de la ville ocre, il a été la cible de promoteurs. Pierre Berger et Yves Saint Laurent voyaient plus loin. Ils ont même souhaité partager leur collection personnelle d'art berbère pour montrer la pluralité de la culture marocaine dans un musée ouvert en 2011 à la place de l'ancien atelier de Jacques Majorelle. C'est sûr que quand on vient aujourd'hui au jardin Majorelle, on pense à Majorelle, mais on pense à Yves Saint Laurent. Parce qu'il n'y aurait pas de musée Yves Saint Laurent à Marrakech s'il n'y avait pas le jardin Majorelle et derrière Pierre Berger et Yves Saint Laurent. En octobre 2017, jouxtant le jardin, le musée Yves Saint Laurent a ouvert ses portes. Toujours soucieux de pérenniser l'œuvre de l'artiste, Pierre Berger en a supervisé le moindre détail avant de rendre son dernier souffle, un mois avant l'ouverture. À l'extérieur, le bâtiment se présente comme un assemblage de cubes qui rappellent les motifs de la trame du tissu. L'intérieur se veut être comme la doublure d'un vêtement, lisse, velouté et lumineux. Il s'agit d'un musée, mais plus que cela, il s'agit véritablement d'un centre culturel. Nous avons capacité à programmer des expositions temporaires. Nous avons un auditorium multi-usage, je dirais, qui nous permet à la fois de projeter des films, d'organiser des performances live, de musique, de danse, d'organiser des colloques, de retransmettre des opéras en partenariat avec l'Opéra de Paris, par exemple. Et nous conservons ici à la fois les objets issus de la collection de la Fondation Pierre Berger et Saint Laurent, à peu près 1 millier d'objets, et à côté de ces espaces, un espace considérable de conservation dédié à la collection du musée berbère au sein du jardin Majorelle lui-même. Pierre Berger savait distinguer les couturiers qui se servaient des femmes de ceux qui les servaient. C'est ce qu'il a pensé en découvrant le travail d'un styliste marocain très talentueux, Nourdine Amir. Il y a quelques années, Pierre Berger était invité à un défilé des jeunes créateurs de mode marocains. Il a vu l'œuvre de Nourdine Amir et il était absolument fasciné par cette œuvre. Et donc Pierre Berger lui a dit, écoutez, dès que le musée est fini à Marrakech, je veux te présenter tes créations au Maroc. Et donc voilà, le musée était inauguré en octobre et c'est notre deuxième exposition temporaire et on est très fiers de pouvoir montrer l'œuvre d'un jeune Marocain. Les créations de Nourdine Amir questionnent. S'agit-il vraiment de robes ou de sculptures, de personnages fantasmagoriques ou de vêtements habités, inspirés des constructions amazighes? Soie, laine, raffia, les fibres sont détournées, transformées. Chez Nourdine Amir, le précieux se cache et le banal devient extraordinaire. C'est mon concept à chaque fois, donc je commence par créer une matière, une forme, et c'est la matière qui me guide à créer les formes. Affranchi des dictats de la mode, Nourdine Amir puise dans la richesse de ses origines sans tomber dans le folklore. Il offre des œuvres poétiques et organiques. Yves Saint Laurent, c'est parmi les créateurs qui m'ont toujours touché parce que c'est un artiste, Yves Saint Laurent. L'occasion quand j'ai exposé à l'Institut du monde arabe, que Pierre Berger a
a vu mon travail, il m'a ouvert des portes. Lui, il a très très bien compris l'histoire. Et ça m'a donné un plaisir énorme. C'est quand même phénoménal que, depuis l'ouverture, que nous recevons autant de monde, plus que 2 000 à 3 000 personnes par jour. On imaginait, pour être très honnête, 500, 600 visiteurs par jour. Mais c'est formidable, c'est bien pour le Maroc. On est là à servir le Maroc aussi. Un pays qui avance entre deux mondes, entre deux modes. La côte amalfitaine, c'est le pays des citrons cultivés en terrasse. Les citronniers couvrent les flancs de montagne et produisent des fruits particulièrement parfumés. Et on le retrouve partout dans le verre et dans l'assiette. En première ligne, le fameux limoncello. Amalfi, c'est un balcon sublime sur la Méditerranée. Et sur les flancs escarpés pousse un trésor, le citron. Dans la famille Aceto, on est un peu acrobate. Les terrains de la propriété sont posés quasi à la verticale. Les citrons poussent ainsi en terrasse, sous des treillis pour les protéger des intempéries. C'est comme ça depuis toujours, au moins depuis aussi longtemps que Luigi, le doyen, s'en souvienne. Mon cœur est un citron. Et dans mes veines coule du jus de citron. Le citron d'Amalfi est plus gros et moins rond que le citron classique. Moins régulier aussi, car il est 100% naturel, pas d'engrais, pas de produits chimiques, même pas d'arrosage automatique. Quant à la pollinisation, ce sont les abeilles qui s'en chargent. Voilà pourquoi des ruches accompagnent les cultures. C'est comme un échange de services. Les abeilles pollinisent la fleur et reçoivent en échange une portion de nectar qu'elles transforment en miel. Sur ces pentes qui dépassent les 30%, les paniers pleins sont chargés à dos de mulets. Environ 100 kilos par voyage. Au total, la famille Aceto produit 750 000 citrons entre mars et l'automne. Sur les terrains encore plus escarpés, un chariot électrique remplace les mulets. Ces cultures en bord de mer ont été façonnées par l'homme, car à l'état naturel, le citron n'existe pas. Ce n'est qu'au Moyen-Âge, à force de croisements entre agrumes, que le fruit jaune a adopté la forme comestible que nous lui connaissons aujourd'hui. Et voilà pourquoi une branche d'arbre peut porter à la fois des oranges et des citrons. Chromatiquement, c'est très beau, mais c'est normal, parce que l'orange, c'est le produit originel, et le citron, une de ses transformations. Si les producteurs abandonnaient la culture, l'espèce disparaîtrait en 2 générations. Mais à Amalfi, ce n'est pas à l'ordre du jour. Le citron se conjugue en tout type de produits qui font la richesse de dizaines de boutiques en centre-ville. Bonjour à tous, tout va bien? Donc aujourd'hui, on va faire 1500 bouteilles. Très demandé, le fameux limoncello, un digestif dont les Italiens raffolent mais qui se vend aussi de plus en plus en France. Crème de liqueur, médicaments, produits de beauté, le citron génère dans le monde un chiffre d'affaires de presque 17 milliards de dollars, en croissance chaque année. Et ce que les Italiens préfèrent, c'est encore d'inventer chaque jour de nouvelles recettes avec leur citron. La séquence mémoire, découverte en 1920, la Côte d'Azur a toujours été pour Pablo Picasso une source d'inspiration infinie. D'Antibes à Cannes en passant par Vallauris, notre séquence revient cette semaine sur les pas du maestro. Son premier séjour sur le cap d'Antibes, derrière nous, c'est l'été 1920. Il vient avec des amis, un couple d'artistes américains, les Murphy, qui lui font connaître cet endroit tout à fait extraordinaire. À la Libération, en 1945, il y a cette espèce d'appel qui lui revient pour la Méditerranée. Une fille est sortie de ma côte d'Azur. La Côte d'Azur,
comme un bout de Méditerranée que s'offre Picasso. Lui qui s'est juré de ne plus retourner dans l'Espagne de Franco, s'installe d'abord à Antibes, dans un appartement bien trop petit. Picasso rêve de grand format et c'est le conservateur du musée Grimaldi qui lui offre un atelier à la hauteur de ses ambitions. Et Dore de la Souchère va avoir ce geste absolument formidable de dire à Picasso, vous cherchez de la place, moi j'en ai. J'ai un vieux château sur les remparts d'Antibes. C'est un musée consacré à l'histoire, au passé archéologique et médiéval d'Antibes. Et au deuxième étage, je vous donne une grande pièce, vous faites ce que vous voulez, je vous donne les clés, je m'en vais. Picasso y restera 2 petits mois, 2 mois d'une intense création. En tout, plus de 60 dessins et peintures que l'artiste offre à la ville lorsqu'il part sur les chemins du Sud. Après Antibes, Picasso découvre Vallauris et la céramique, une nouvelle corde à son art. Il créera plus de 4000 œuvres, dont certaines seront rééditées à plusieurs centaines d'exemplaires. Picasso faisait le premier et je reproduisais en 25, 50, 100 ou 500 exemplaires, selon les pièces. Donc là, par exemple, les chouettes, c'est Picasso ou c'est vous? Ça, c'est moi. Yvan Oreggia est la seule personne à avoir peint officiellement du Picasso. Il fut le copiste du maître pendant son séjour à Vallauris. À l'époque, Yvan sort à peine du lycée et il découvre un personnage à la fois hors du commun et très abordable. C'était l'amitié aussi dans les rues, tout le monde le connaissait, il était assez sympathique avec les gens, donc je veux dire, il y a toujours eu un bon contact quand même vis-à-vis de Picasso avec la population vallorienne. Et en particulier au moment des fêtes qu'il organise, et de cette fameuse corrida qu'il a de son propre chef demandée et à laquelle nombre de Valloriens ont assisté. Et puis il y avait des corsos, il y avait un rapport de symbiose avec la population, parce que je crois que Picasso était très généreux. Avant de quitter Vallauris, Pablo Picasso investit cette petite chapelle. Comme Matisse avance, il pose ses pinceaux dans un lieu sacré, mais il y signe une œuvre éminemment politique. J'avais très envie de faire une très grande peinture sur le thème de la guerre et de la paix. N'oublions pas que nous sommes encore dans l'immédiate après la Deuxième Guerre mondiale et que Picasso, qui est engagé politiquement parlant, il est au Parti communiste, souhaite effectivement traiter dans sa peinture du thème de la guerre et de la paix. Je sais qu'elle est là. Ah, voilà. Elle n'est pas très nette, mais ça c'est la première photo. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et Picasso devant ça. Il était venu ouvrir cette porte. Et de loin, c'est assez loin, je lui tends l'appareil. Et au bout d'un moment, il m'a dit, mais vous avez quoi sous le bras? Des photos? Il m'a dit, vous voulez voir ce que je fais moi? Et je l'ai suivi. Et il m'a dit, les gens me prennent pour un fou alors que j'essaie de dire la vérité. J'ai retenu ça quand même. Hein? Picasso le fou, le fada de Vallauris, comme certains le surnomment. Quand il croise sa route, André Villers n'a que 23 ans. De son amitié avec l'artiste naîtront des centaines de clichés. Picasso prend la pose, avec ce regard profond et malicieux qui transperce la pellicule. À l'époque, c'était un atelier, donc tableaux, peintures, pinceaux et tous les objets dont un peintre a besoin. Beaucoup de fouillis, mais bon, quelque part, c'était vivant. Le top de mon cœur, c'est le portrait de ma grand-mère, Olga, que j'ai mis dans le centre de ce salon. Voilà, ça, c'est quelques œuvres que j'aime bien, avec lesquelles je vis et avec lesquelles je me suis habituée maintenant à partager du temps. Pendant longtemps, ces tableaux resteront tournés vers le mur. Impossible pour Marina Picasso de regarder l'œuvre d'un grand-père dont l'image publique contraste tant avec celle plus intime d'un patriarche peu aimant. C'était un portail qui ne s'ouvrait pas vite et pas souvent. Donc de longues heures d'attente pour voir mon grand-père. Dans une situation difficile parce que tout le monde s'énervait. Nous, on était des jeunes enfants avec mon frère. Et mon père s'énervait beaucoup d'attendre aussi. Et c'était des rapports qui n'étaient pas du tout naturels parce qu'on venait voir, nous, dans notre cœur, notre grand-père. Et dans la réalité, on venait voir Pablo Picasso. Le maître,
trop occupé à peindre face à la mer. 6 années d'effervescence artistique et puis un jour, une barre d'immeuble qui prive Picasso de sa Méditerranée et lui impose des voisins trop curieux. En 1961, il quitte Cannes et s'installe à Mougins. Il a 80 ans lorsqu'il emménage à Notre-Dame-de-Vie, où jusqu'à son dernier souffle, le 8 avril 1973, il ne cessera de créer, léguant à la Côte d'Azur un trésor inestimable. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. À bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.